Voilà, nous allons maintenant pouvoir remplacer nos données hardcodées par des données en provenance d'une base de données. Cette base, je l'ai créée sur un serveur SQL Server. Elle s'appelle MovieFan et je l'ai créée à partir d'un script qui présente l'avantage de réinitialiser totalement la base à chaque fois qu'il est exécuté. Donc il va tout détruire, d'abord recréer la structure de la base, puis insérer des données de test. On peut faire un essai rapide pour constater qu'il se termine avec des erreurs. On va tout de suite voir pourquoi. Si je regarde le diagramme de cette base, il ne contient que les utilisateurs qui apprécient ou pas des films, lesquels films appartiennent à des catégories et ont des ratings pour l'âge d'autorisation de visualisation. Le user like movie, un utilisateur désigné apprécie ou non un film désigné par l'ID. C'est en générant des enregistrements dans cette table-là au hasard qu'il y a des collisions, puisqu'on a une contrainte d'unicité sur la paire ici. Donc le résultat, c'est simplement que certaines insertions vont échouer, mais on termine quand même le script. Voilà pour la base de données. Cette base, on va devoir y accéder à partir de notre application. Pour ça, pour générer notre Model Entity Framework, nous allons devoir installer quelques dépendances au moyen du NuGet Package Manager. Je vais aller rechercher parmi les packages disponibles et je vais installer Entity Framework, Entity Framework Core, Entity Framework SQL Server et Entity Framework Core Design. Une fois que ces installations sont faites, je peux aller dans la console et exécuter la commande qui va me construire scaffold, un DB context, c'est-à-dire un objet qui me permettra d'accéder à la base de données. Cet objet a besoin d'une connect string classique avec l'adresse réseau de là où se trouve le serveur de base de données, le nom de la base de données que l'on veut accéder et les credentials. En l'occurrence ici, nous utiliserons les credentials Windows qui nous ont permis de nous loguer sur notre poste de travail. Ensuite, la génération produira son résultat dans l'output dir models. Voilà, et maintenant je peux aller voir ici que j'ai une série de classes qui ont été générées dans models. Une importante est MovieFan Context, ici. Voilà, surtout ce que l'on voit, c'est que MovieFan Context représente la base de données MovieFan et donc va représenter toutes ces tables. Alors, on retrouve Categories, Movies, Ratings, User Like Movie et Users. Toutes les tables que j'avais définies dans ma base. Les types qui seront créés seront des DB7, c'est l'équivalent d'enregistrement de Categories, Movies, Ratings, User Like Movies, Users. Toutes ces classes sont celles qui sont également définies ici. Categories, donc par exemple, on va retrouver nos attributs ID et Name qui ont été générés. Si on prend les films, Movies, ici, on va retrouver ID, titre, date de release. On voit qu'il peut être nul dans ce champ, puisqu'il y a le point d'interrogation, l'image, le synopsis. On voit surtout que on a ici un objet de type categories qui est défini comme attribut de mon movie. Et c'est grâce à cet attribut que j'ai directement la relation vers les tables jointes. Une catégorie pour un film, un rating pour un film. Par contre, on aura une collection de likes de User Like Movies. Il nous reste maintenant à tester la chose. Alors je vais reprendre ma liste de films. On va commencer par le Movie Controller. Cette liste de films, eh bien, ne sera plus d'actualité. Je déclare une liste de movies. Alors attention ici, Entity Framework génère des classes au pluriel pour correspondre au nom des tables. On va les garder telles qu'elles sont générées par Entity Framework. All movies égale. Alors d'abord, ce que j'aurais dû faire, c'est instancier mon DB context, à savoir movie fan context DB égale new movie fan context. J'instancie
mon objet dbContext et allMovies égale db.movies. Movies est un db7. J'ai une liste ici. Je vais convertir donc en toList. Voilà. Et je vais retourner allMovies à ma vue. Je vais dans la vue maintenant. Index. Alors cette fois c'est une liste de movies au pluriel. Et puis for each movies, qui est un movie, on aura l'ID, on aura le titre. Je vais déjà faire ce premier essai. Comme j'ai ajouté des nouvelles classes à mon projet, il est fort probable que le .NET Watch ne l'ait pas tout détecté. Donc je vais redémarrer le .NET Watch. Je prends ma liste de films et je retrouve mes films, mais cette fois ils proviennent de notre base de données. On va quand même s'en assurer. Je peux maintenant détruire ça, mais tout ce qui était hard-codé n'est plus nécessaire. Ici, je vais directement, pendant que je suis dans mon contrôleur, je vais directement corriger détail en un faisant. J'aurai un objet qui sera movies, ce sera un seul, égal, pas oublier à chaque fois d'instancier notre contexte, db.movies.find id. Et c'est celui-ci que je vais passer à la place de ce truc. Voilà. Je recharge ma page. Deadpool. Ah, j'ai oublié d'adapter. J'ai oublié d'adapter ma vue. Ici, donc, je dois aller dans Movie Details. On va passer à Movies au pluriel. Title, Synopsis. Le reste devrait aller. Je recharge la page. Voilà, j'ai mon détail de Deadpool. Dernière vérification pour être vraiment absolument sûr. J'en ai un qui s'appelle 3 idiots, on va dire qu'ils seront plus nombreux. 13. Je retourne lire ma liste. J'ai bien 13 idiots. La suite des opérations consiste naturellement à faire un petit peu de ménage ici dedans, puisqu'on a user et users, on a movie et movies, et finir d'adapter notre application au modèle qui a été généré par Entity Framework. Voilà, une fois qu'on a fait notre refactorisation et qu'on a maintenant tout qui vient de la base de données, j'ai également mes membres ici, toujours la même fonctionnalité, toujours aussi peu de données pour l'instant. Je vois que j'ai un administrateur ici, quelqu'un qui n'est pas administrateur. Si je regarde au niveau du code, effectivement, je n'aurai plus de mon user controller non plus ma grande liste que j'avais précédemment. On va faire tout pareil que pour les movies. On va les rechercher grâce au dbContext. Il y a toutefois un élément qui a dû normalement vous poser problème si vous avez essayé de le faire par vous-même, c'est celui de l'administrateur. Alors, si je retourne dans les détails maintenant, je vois que pour afficher, précédemment, j'avais quelque chose comme ça, à savoir un opérateur ternaire directement sur la valeur booléenne isadmin et qui me permettait d'avoir une manière bien compacte et élégante de gérer l'affichage de ce texte. On voit ici que ce n'est pas possible, que notre importation a tout cassé en fait. Alors on va regarder ce qui se passe. On a notre users qui est là. On voit effectivement que lors de l'importation du modèle par Entity Framework, il nous a créé un champ isadmin qui est un byte. Cela vient du fait qu'en SQL Server, il n'y a pas de type booléen. Et donc isadmin, on voit que c'est un tiny int et non pas une valeur booléenne. On peut très bien s'en accommoder en faisant ici un test, mais ce n'est pas très élégant et surtout ce sera problématique au moment où on voudra lier ce genre de champ avec un contrôle de type checkbox ou radio bouton. Donc j'aimerais vraiment récupérer ici mon booléen. Alors pour faire cela, j'ai déjà procédé à une petite refactorisation, à savoir j'ai déplacé tous les éléments qui ont été générés par l'Entity Framework dans un dossier EF-generated. J'ai fait attention en faisant ce déplacement à ne pas modifier par contre le namespace, c'est important pour qu'on les retrouve par la suite. On a donc une légère discrépance actuellement parce que d'habitude le namespace reflète le dossier dans lequel on se trouve, mais ici ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle j'ai fait ceci, c'est que je vais profiter d'une possibilité que le langage C# nous donne de créer des classes partielles. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer dans modèle,
je vais rajouter une nouvelle classe users. Voilà, et on voit que j'ai défini dans MovieFanModels, j'ai redéfini une classe users. Alors bien entendu que le compilateur n'est pas content avec ça, parce que j'essaie de déclarer une classe entière ici, alors que dans le namespace, on a déjà déclaré une classe users. Donc je vais rajouter le mot partial, classe users. Maintenant, le compilateur est content. Je vais maintenant pouvoir créer une propriété. Je vais reprendre le user cette fois, généré par l'Entity Framework. Je vais donc créer ici une propriété que j'appellerai isAdministrator. Je suis bien obligé de l'appeler différemment que le isAdmin initial. Et il s'agit d'une propriété publique get this.isAdmin égale 1 et set this.isAdmin égale, on va utiliser ici notre opérateur ternaire à nouveau, value. Si value qui nous a été donné comme booléen est vrai, alors on mettra la valeur 1, et sinon on mettra la valeur 0. Ici on a un petit artifice problématique, c'est la conversion qui ne se fait pas de manière implicite, on va la faire donc de manière explicite. Voilà, comme ça il est content le compilateur. J'ai donc maintenant une propriété isAdministrator qui fait partie de la classe user au même titre que isAdmin, puisqu'elles sont vraiment dans la même classe, sauf que un est booléen et l'autre est byte. Je peux utiliser l'un comme l'autre, mais dans mon cas ici, je vais pouvoir dire si mon modèle est administrateur, alors à ce moment-là, on va afficher le bon texte. Je sauve. Je retourne voir ma liste de membres. Invalid colon name is administrator. Dans ce cas-là, il faut lire assez attentivement le message, voir ce qu'il nous dit. Invalid colon name is administrator. Donc cela signifie qu'on essaye d'aller lire dans la base de données un champ qui s'appelle isAdministrator. Or, on sait qu'il n'y en a qu'un de champ et que ce champ-là, c'est le isAdmin. La raison, c'est que du moment qu'on accède à ce modèle de l'Entity Framework, ce dernier va aller chercher dans la base de données tous les attributs qu'il trouve qui sont définis par défaut dans la classe. Donc il va chercher aussi un isAdministrator. Ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est lui rajouter une indication au moyen d'une annotation qui est notMapped. Cette annotation, elle n'existe pas directement, il faut que j'utilise le namespace data annotation. On voit maintenant que le notMapped a été reconnu. Entity Framework sait qu'il ne faut pas tenter d'aller chercher quelque chose qui ressemble à ce champ dans la base de données. Je vais donc maintenant recharger ma page. J'ai bien ma liste. Je peux naviguer, je peux voir n'est pas un administrateur. Je peux voir que Alistair Cunningham est un administrateur, etc. Je suis donc revenu à mon fonctionnement initial, mais cette fois en ayant une property déclarée de manière séparée dans une classe partielle que j'ai mis à l'extérieur. Et la raison pour laquelle je l'ai mis à l'extérieur de ce dossier, c'est simplement pour me permettre de garder exactement les mêmes noms de fichiers pour le même nom de classe.